être qui avait toujours caractérisé, et quelque peu gâché, ses imaginations les plus exquises. C'était une disposition qui s'accompagnait d'une vision si lucide des réalités de la vie que l'apparition d'un taxi en maraude ne le troubla pas le moins du monde. Et il constata sans émoi que Catherine aussi avait conscience de sa présence et tournait la tête dans sa direction. Comme en témoignait leur pas soudain hésitant, ils savaient bien qu'il ne leur restait plus qu'à héler ce taxi. Ils s'immobilisèrent au même instant et lui firent signe. « Donc, vous me ferez part de votre décision dès que possible » demanda-t-il, la main sur la portière, tout en restant dans le livre. 6h32 un pied 110-11, MT, Lyon-L. Il ne se rappelait plus 21 quoi se t'apporta la décision qu'elle était censée prendre. « Je vous écrirai » lit-elle vaguement. « Non » ajouta-t-elle immédiatement, s'avisant qu'il lui serait difficile de se prononcer par écrit sur une question à laquelle elle n'avait prêté aucune attention. « Je ne vois pas comment j'en serais capable. » Il regardait Denham, toute hésitante, prête à monter dans la voiture. Il devina son embarras, il comprit immédiatement qu'elle n'avait rien entendu, il comprit tout ce qu'elle ressentait. « À ma connaissance, il existe un seul endroit où l'on puisse discuter commodément, » dit-il très vite, « c'est Kew, répéta-t-il d'un ton parfaitement catégorique. Il referma la portière et donna l'adresse au chauffeur. Elle fut aussitôt emportée loin de lui, et son taxi se mêla au flot ininterrompu des véhicules, signalés chacun par une petite lumière et impossible à distinguer les uns des autres. Il resta quelques instants en restant dans le livre. 6h31 va observer le spectacle puis, comme si une impulsion violente était ce lieu où Tolde s'était tenu, il se détourna, traversa la rue d'un pas vif et disparut. Il continua sur sa lancée, dans un même état d'exaltation quasi surnaturelle, jusqu'à une petite rue étroite où il n'y avait plus à cette heure ni circulation ni passants. Étaient-ce les boutiques aux volets fermés, la courbe de douce et argentée de la chaussée au pavage en bois, ou le contre-coup inévitable d'une émotion intense? Toujours est-il que son exaltation retomba et finit par l'abandonner. Il prit conscience de la perte qui découle de tout aveu. Il avait perdu quelque chose en parlant à Catherine, car après tout, la Catherine qu'il aimait était-elle la même que la vraie Catherine? Elle l'avait par moments entièrement transcendée. Le vent jouait avec sa jupe et faisait voleter la plume de son chapeau. Sa voix lui parlait, oui, mais qu'il est donc terrible, parfois. Le décalage entre la voix de ses rêves et celle qui vient de l'objet de ses rêves, on se ressentit un mélange de dégoût et de pitié à l'idée du piètre spectacle offert par les humains dès qu'ils tentent de mettre et ils pratiquent ce qu'il temps restant. Dans le livre Belly 31 S4 ont la faculté de concevoir. Comme il lui devait sembler petit, Catherine et lui, QWW, ils avaient émergé des brumes de sa révérence Rome, Q1 l'oral les petits mots béanals, inexpressifs, avec lesquels il avait tenté de communiquer, il se les répéta l'un après l'autre. Et à force de se répéter les paroles de Catherine, il en vint au bout de quelques instants à ressentir si intensément sa présence que son adoration pour elle ne fit que croître. Mais elle était fiancée, se rappela-t-il avec un sursaut. La force de sa passion se révéla à lui au même instant, et il s'abandonna à un sentiment de rage et de frustration irrésistible. Des images de Rodney défilèrent devant ses yeux, dans les situations les plus absurdes et les plus indignes possibles. Quoi? Ce petit maître à danser au jeu rose était censé épouser Catherine? Cet âne battait à tête de singe juché sur un orgue de barbarie? Ce gomme grotesque, vaniteux et poseur, avec ses tragédies et ses comédies, ses rancunes, ses fiertés et ses susceptibilités sans nombre? Seigneur, épouser Rodney, il fallait qu'elle soit aussi absurde que lui. Assis dans un coin de son wagon de métro, dévoré d'amertume, il était l'image même de la sévérité implacable. Sitôt rentré chez lui, il s'assit à sa table, et se mit à écrire à Cata en restant dans le livre. 6h31 54 EO.
Une longue lettre véninant, errante, la slip pliant dans leur intérêt à tous deux de rompre avec Rodney, l'implorant de ne pas haïr ce qui détruirait à jamais la seule beauté, la seule vérité, le seul espoir au monde, de ne pas trahir, de ne pas déserter, car sinon il concluait en déclarant sobrement que, quoi qu'elle décidât de faire ou de ne pas faire, il estimerait que c'était pour le mieux et l'accepterait de sa part avec gratitude. Il remplit page après page, et entendit avant d'aller se coucher les premières charrettes de maraîchers qui partaient pour Londres. Chapitre XXIV. Les signes annonciateurs du printemps, même ceux que l'on perçoit dès la mi-février, ne se réduisent pas à l'éclosion de petites fleurs blanches et violettes dans les recoins les plus abrités des jardins et des bois. Ils suscitent dans l'esprit des hommes et des femmes des pensées, des désirs comparables à ces pétales odorants étant restant dans le livre. 6h29 pâle. Des vies qui se sont liées avec Lidge, et n'offrent au présent qu'une sulasse terne et glacée, deviennent en cette saison souples et fluides, reflétant aussi bien les formes et couleurs du présent que celles du passé. Dans le cas de Mrs. Hilbery, ces premières journées printanières étaient surtout une source de perturbation dans la mesure où elles avivaient une émotivité qui, s'agissant du passé, ne s'était jamais beaucoup affaiblie. Mais au printemps, invariablement, son désir d'expression s'intensifiait, des bribes de phrases insaisissables la hantaient. Elle se livrait aux délices sensuelles des combinaisons de mots. Elle en recherchait dans les pages de ses auteurs favoris. Elle en notait quelques-unes de son cru sur des bouts de papier et les faisait rouler avec gourmandise sur sa langue dans des circonstances qui ne semblaient pas exiger une telle éloquence. Elle était soutenue dans ses petites escapades par la certitude qu'aucune langue ne pouvait surpasser en magnificence la mémoire de son père, et même si ses efforts ne faisaient pas sensiblement avancer sa biographie, elle avait, plus qu'à d'autres moments, l'impression de vivre dans son ombre. Nul ne peut résister au pouvoir des mots, surtout pas les êtres nés en Angleterre, habitués en restant dans le livre, BHIRS minimum 54 depuis l'enfance, qu'on y ait mis une Hurlbury. Folâtrée entre la simplicité saxonute, la splendeur latine de la langue, et riche autant qu'elle était in souvenir de vieux poètes exultant en une infinité de vocables. Même Catherine était quelque peu touchée, à son corps défendant, par l'enthousiasme de sa mère. Pour autant, elle n'allait pas jusqu'à reconnaître la nécessité d'une étude des sonnets de Shakespeare en préambule au 5e chapitre de la biographie de son grand-père. À partir d'une simple boutade, Hilbery avait élaboré une théorie selon laquelle Anna Tawes s'était attachée, entre autres, à écrire les sonnets de Shakespeare, lancés sous l'inspiration du moment pour mettre un peu d'animation dans un groupe de savants professeurs, qui les jours suivants lui adressèrent pour son édification un certain nombre d'opuscules imprimés à leurs frais. Cette idée lui avait valu de se replonger à corps perdu dans la littérature élisabéthaine. Elle en était venue à croire plus ou moins à sa plaisanterie qui, disait-elle, valait bien les faits exposés par autrui, et pour le moment son imagination était entièrement centrée sur Stratford-en-Avon. Elle avait l'intention, annonça-t-elle à Catherine quand en restant dans le livre. 6h28 celle-ci on lit, l'antéLIPI, un peu plus tard que d'habitude, Sildolien, le S, un HI, LR le long de un Tamise, de se rendre sur la théombe de Shakespeare. Pour le moment, le moindre exil concernant le poète lui semblait beaucoup plus intéressant que le présent immédiat, et la certitude qu'il existait en Angleterre un coin de terre où Shakespeare s'était indubitablement tenu, où ses ossements même gisaient sous le sol que l'on folait, l'absorbait au point que ce matin-là elle accueillit sa fille en lui lançant de buts en blanc. « Crois-tu qu'il soit jamais passé devant cette maison sur le coup ?» Catherine pensa que la question se rapportait à Ralph Denham, je veux dire, en se rendant dans le quartier de Blackfriars, poursuivit Mrs. Hilbery, car tu sais, on vient de découvrir qu'il y possédait une maison. Catherine continuait de regarder autour d'elle avec perplexité, et Mrs. Hilbery ajouta, ce qui prouve qu'il n'était pas aussi pauvre que d'aucuns l'ont prétendu. Je souhaiterais pour lui une modeste aisance, mais je n'ai pas du tout envie qu'il soit riche en restant dans le livre. 6h minimum 53 s'apercevant à l'ouest de l'oxyméon perplexe de sa fille, Mrs. Hilbery éclata de l'île, un chéri, pas de ton W à toi, bien que ce soit une raison de plus de le trouver sympathique, parle, je pense, que dis-je, je rêve de mon William à moi. William Shakespeare, bien sûr, c'est étrange, non,
dit-elle d'un ton songeur, regardant par la fenêtre et tapotant doucement la vitre, autant qu'on puisse en juger, cette gentille petite vieille au bonnet bleu, qui traverse la rue, son panier sous le bras, n'a même jamais entendu parler de lui. Pourtant la vie continue, les hommes de loi courent à leur travail, les chauffeurs de taxi chicanent sur le prix de la course, les petits garçons font rouler leurs cerceaux, les petites filles jettent du pain aux mouettes. Comme si chaque péard n'avait pas existé. J'aimerais me poster au coin de cette rue et passer la journée à répéter « Bonnes gens, lisez Shakespeare ». Catherine s'assit à sa table et ouvrit une longue enveloppe poussiéreuse. Shelley étant mentionné dans cette lettre comme s'il était toujours vivant, elle avait, bien question sûre, énormément de valeur. Dans l'immédiat, la question était de savoir s'il convenait de publier toute là en restant dans le livre. 6h26 8 lettres. Lilement le paragraphe où figurait le nom de Shelley, elle saisit une plume, prête à rendre son verdict. À plume, toutefois, resta en suspens. Presque subrepticement, elle t'y glissait une feuille blanche devant elle, et sa main, en retombant, se mit à dessiner des petits carrés divisés en 2 et en 4 par des lignes droites, puis des cercles qui furent soumis au même processus de dissection. « Catherine, je viens d'avoir une idée merveilleuse » s'exclama Mrs. Hilbery. Il s'agirait de consacrer, disons, une centaine de livres à l'achat d'exemplaires des œuvres de Shakespeare, et de les distribuer à des ouvriers. Quelques-uns de tes amis si intelligents qui organisent des meetings pourraient nous aider, Catherine. Et cela pourrait déboucher sur un spectacle où nous aurions tout un rôle. Tu serais Rosalie, mais tu as aussi quelque chose de la vieille nourrice. Ton père est Hamlet, parvenu à l'âge de la sagesse, et moi, ma foi, j'ai un peu de chacun. J'ai beaucoup du fou, mais chez Shakespeare, ce sont les fous qui disent les choses les plus intelligentes. Et William, qui sera-t-il? Un héros? Hotspur? Henri V? Non, William a lui aussi quelque temps restant dans ton livre. 6h25 chose siltée, il a logique toirait volontiers que William se parle, lui-même quand il est. Ah, Catherine, vous devez dire de bien belles choses quand vous êtes ensemble, ajouta-t-elle, un brin nostalgique, en lançant un regard à sa fille, qui ne lui avait rien raconté du dîner de la veille. Oh, nous disons beaucoup d'absurdités, dit Catherine, dissimulant sa feuille de papier au moment où sa mère approchait, et étalant devant elle la vieille lettre où il était question de Shelley. Cela ne vous apparaîtra pas comme des absurdités dans 10 ans, dit Mrs. Hilbery. Crois-moi, Catherine, vous repenserez plus tard à cette période, vous vous souviendrez de toutes les petites bêtises que vous avez dites, et vous vous apercevrez que vous avez construit votre vie sur elle. Le meilleur de la vie est fondé sur ce que nous disons quand nous sommes amoureux. Ce ne sont pas des absurdités, Catherine, insista-t-elle, c'est la vérité, la seule vérité qui soit. Catherine fut d'abord sur le point d'interrompre sa mère, puis elle fut sur le point de se confier à elle. Il leur arrivait d'être étonnamment proches l'une de l'autre. Mais, tandis qu'elle hésitait, soucieuse, l'éviter une forte en restant dans le livre. 6h24 ululation trop directe, Samy, recours à chaque péard, et tourna page après page, acharné à retrouver une citation qui disait toutes ces choses sur l'amour, infiniment mieux qu'elle-même n'était capable de le faire. Et donc, Catherine se contenta de noircir intensément un de ses cercles de la pointe de son crayon, jusqu'à ce que la sonnerie du téléphone l'oblige à quitter la pièce pour aller répondre. Le temps qu'elle revienne, Mrs. Hilbery avait trouvé, non le passage qu'elle cherchait, mais un autre, d'une beauté exquise comme elle le fit justement observer, levant les yeux un instant pour demander à Catherine qui c'était. Mary Datchet, répondit Catherine laconiquement. Ah, je regrette un peu de ne pas t'avoir appelé Mary, mais cela ne serait pas allé avec Hilbery, et cela ne serait pas allé avec Rodney. Bon, ce n'est pas le passage que je cherchais, je ne trouve jamais ce que je cherche, mais ça parle du printemps, des jonquilles, des champs verdoyants, des oiseaux. La sonnerie impérieuse du téléphone brisa son élan. Une fois de plus, Catherine quitta la pièce, tant restant dans le livre. 6h24 ma chère enfant, ces merveilles de la science sont un vrai fléau, s'écria Mrs. Hilbery à son retour. On va bientôt nous relier à la lune, mais qui était ce William, répondit Catherine encore plus laconiquement. Je suis prête à tout pardonner à William, car je suis sûre qu'il n'y a pas de William sur la lune. J'espère qu'il vient déjeuner, on se viendra prendre le thé. Ma foi, c'est mieux que rien,
et je promets de vous laisser seul. Ce n'est absolument pas nécessaire, dit Catherine. Elle lissa la feuille de papier fripé, se redressa et rapprocha sa chaise de la table, comme si elle refusait de perdre son temps plus longtemps. Ce geste n'échappa pas à sa mère. Il dénotait chez sa fille un côté sévère et inaccessible qui la glaçait, tout comme le spectacle de la pauvreté ou de l'ivrognerie la glaçait, ou encore la logique avec laquelle M. Hilbery jugeait bon parfois de démolir sa certitude qu'ils étaient à la veille d'un nouvel filillage d'or. Elle retourna à sa table et, chaussant ses lunettes avec un curieux mélange de retenue et d'humilité, s'attela pour la première fois de la matinée à la tâche qui t'attendait. Le contact brutal avec un monde insensible avait eu pour effet de la dégriser. Pour une fois, elle travailla avec plus d'application que sa fille. Catherine n'arrivait pas à envisager le monde sous un angle suffisamment restreint pour qu'une Aria Martineau, par exemple, lui apparaisse comme un personnage considérable, dont le rapport avec tel autre personnage ou telle date précise était incontestable. Assez curieusement, la sonnerie stridente du téléphone résonnait encore à son oreille, et son corps, son esprit était aux aguets, comme si, à tout moment, risquait de lui parvenir une nouvelle sommation, plus intéressante de son point de vue que tout le siècle. Elle ne savait trop d'où était censé venir cet appel, mais quand on a pris le pli de tendre l'oreille, on continue à le faire involontairement. Et c'est ainsi que Catherine passa le plus clair de la matinée à écouter toutes sortes de bruits en provenance des petites rues populaires de Chelsea. Pour la première fois de sa vie, sans doute, elle aurait souhaité que Mrs. Hilbery travaille avec un peu moins de zèle. Une citation de Shakespeare aurait été la bienvenue. De temps en temps lui parvenait un soupir de la temps restant dans le livre. 6h22 55 table en face de la sienne, mais sa mère ne donnait pas d'autres signes de vie, et Catherine ne songea pas à faire le rapprochement entre ses soupirs et la rigidité de sa propre attitude, sinon elle se serait peut-être empressée de reposer sa plume pour expliquer à sa mère la raison de sa nervosité. Tout ce qu'elle réussit à rédiger au cours de cette matinée fut une lettre à sa cousine, Cassandra Otway, une longue lettre décousue, tout à la fois affectueuse, enjouée et autoritaire. Elle priait Cassandra de confier ses bestioles aux soins d'un palefrenier, et de venir passer une huitaine de jours chez eux. Elles iraient écouter de la musique ensemble. Le peu de goût affiché par Cassandra pour la compagnie des gens raisonnables, écrivait-elle, était une affectation qui frisait maintenant le parti pris et la couperait à la longue de toutes les personnes et activités dignes d'intérêt. Elle finissait de remplir sa feuille quand le son qu'elle n'avait cessé de guetter retentit effectivement à son oreille. Elle ne fit qu'un bond jusqu'à la porte, et la claqua si bruyamment derrière elle que Mrs. Hilbery sursauta. Où Catherine courait-elle ainsi? Préoccupée comme elle l'était, elle n'avait pas entendu la sonnerie, tant restant dans le livre. 6h21 la niche où était installé le téléphone, dans la montée de l'escalier, était protégée des regards indiscrets par un rideau de velours cramoisi. C'était un petit réduit pour objets inulets, comme il en existe dans la plupart des maisons qui abritent les vestiges de 3 générations. L'est-il à Catherine, par le cadre qui l'accueillait? Quelle voix allait à présent s'harmoniser avec lui, ou jeter une note discordante? Quelle voix se demanda-t-elle, en entendant un homme s'enquérir d'un ton très décidé de son numéro? La voix peu familière demanda ensuite à parler à Miss Hilbery. Parmi le tourbillon des voix qui se pressent en permanence à l'autre bout du téléphone, parmi la multitude des possibilités, de quelle voix, de quelle possibilité s'agissait-il? Un silence lui laissa le temps restant dans le livre. 6h21 55 septembre osait cette question. L'instant suivant lui donna la réponse. J'ai vérifié l'horaire des trains. Samedi en début d'après-midi serait le plus commode pour moi. Ralph dénama l'appareil. Mais je vais vous mettre ça par écrit, se sentant plus encore que d'ordinaire cloué sur place par la pointe d'une baïonnette. Catherine répondit, je pense que cela me serait possible. Je vais vérifier dans mon agenda. Ne quittez pas. Elle laissa pendre le combiné, et regarda fixement le portrait du grand-oncle qui n'avait cessé de contempler, d'un air d'aimable autorité, un monde qui n'apercevait encore aucun signe avant-coureur de la révolte des cipayes. Et pourtant, à l'intérieur du tube noir qui se balançait doucement contre le mur, se trouvait une voix qui se moquait éperdument de l'oncle James, des irritées chinoises, ou des rideaux de velours rouge.
Elle y observa les oscillations du tube, et au même instant prit conscience de l'individualité de la maison dans laquelle elle se trouvait. Elle entendait les petits bruits feutrés d'une vie domestique bien réglée dans les escaliers et en restant dans le livre. 6h20 55% aux étages supérieurs, et qui se fait à travers le mur des mouvements clant la maison voisine. Elle n'avait pas une vision très laide de Denham lui-même quand elle approcha le combiné de ses lèvres pour répondre qu'en principe samedi lui convenait. Elle espérait qu'il ne prendrait pas immédiatement congé, sans pour autant se sentir particulièrement désireuse d'écouter ce qu'il disait et, alors même qu'il parlait encore, elle se prit à penser à son refuge tout en haut de la maison, avec ses livres, ses feuilles de papier glissées entre les pages des dictionnaires, et la table qui, une fois débarrassée de ce qui l'encombrait, pouvait servir de bureau. Elle raccrocha, pensivement, sa nervosité s'était apaisée, elle termina sans peine sa lettre à Cassandra, inscrivit l'adresse sur l'enveloppe et colla le timbre avec sa vivacité et sa détermination coutumière. Un bouquet d'anémones attira l'attention de Mrs. Hilbery à la fin du déjeuner. À la vue des fleurs bleues, blanches et cramoisies posées dans une flaque de lumière diaprée sur une table de chipendale bien cirée devant la fenêtre du salon, elle s'arrêta net en poussant une exclamation de plaisir, en restant dans le livre. 6h19 qui donc est alité en ce moment, Catherine demanda-t-elle vivement. Laquelle de nos amis aurait besoin qu'on lui remonte le moral, qui a l'impression qu'on l'oublie, qu'on la délaisse, que personne ne veut d'elle. Quelqu'un qui est en retard pour payer sa taxe sur l'eau, et dont la cuisinière furieuse a rendu son tablier sans attendre ses gages. Je sais qu'il y avait quelqu'un, conclut-elle, mais pour le moment le nom de cette précieuse connaissance lui échappait. La meilleure représentante du clan des affligés dont la journée serait égayée par un bouquet d'anémones était, selon Catherine, la veuve d'un général qui habitait Cromwell Road. À défaut de véritable crève-la-faim, qu'elle aurait de beaucoup préféré, Mrs. Hilbery fut obligée de reconnaître que cette dame ne manquait pas d'atouts bien qu'à ses aïeux, elle était parfaitement assommante, dépourvue de tout charme, indirectement liée au monde de la littérature, et avait un après-midi été émue aux larmes de recevoir sa visite. Nir, Hilbery se trouvant prise ailleurs, c'est Catherine qui fut chargée d'apporter les fleurs dans la maison de Cromwell Road. Elle prit sa lettre à Cassandra, avec l'intention de la poster dans la première boîte qu'elle trouve en restant dans le livre. 6h18 verraient en chemin. Pourtant, une fois dehors, bien que boîte aux lettres et bureau de poste ne cessent de l'inviter à glisser son enveloppe au fond de leur gorge écarlate, elle s'abstint. Tous les prétextes lui étaient bons, par exemple qu'elle n'avait pas envie de traverser, ou qu'elle était sûre en continuant de passer devant un bureau de poste plus central. Toutefois, plus elle gardait la lettre dans sa main, plus elle se sentait assaillie de questions, comme si l'air ambiant était peuplé de voix. Ces êtres invisibles souhaitaient savoir si elle était fiancée à William Rodney, ou si leur fiançailles était rompue. Avait-elle raison, demandèrent-ils, d'inviter Cassandra à leur rendre visite, et William Rowe. Ou si leur fiançailles était rompue. Avait-elle raison, demandèrent-ils, d'inviter Cassandra à leur rendre visite, et William Rodney était-il amoureux de celle-ci, ou susceptible d'en tomber amoureux? Les questionneurs marquèrent un temps d'arrêt, avant de reprendre comme s'ils découvraient tout juste un autre aspect du problème. À quoi Ralph Denham voulait-il en venir hier soir? À votre avis, est-il amoureux de vous? Avez-vous raison d'accepter de vous promener seul avec lui? Et quels conseils allez-vous lui donner pour son avenir? Votre conduite a-t-elle de quoi rendre William Rodney jaloux? Et que comptez-vous faire à propos de Mary Datchet? Qu'allez-vous en restant dans le livre? 611 un minimum faire qu'est-ce que l'honneur vous enjoint de faire, répétèrent-ils. Dieu du ciel, s'exclama Catherine, après avoir écouté toutes ces réflexions, il faudrait sans doute que je prenne une décision, mais ce débat n'était qu'une escarmouche pour la forme, un divertissement pour se donner le temps de souffler. Comme tous les gens élevés dans une tradition donnée, Catherine était capable en 10 minutes de réduire tout problème moral à son expression traditionnelle et de recourir pour le résoudre aux réponses traditionnelles. Le livre de la sagesse restait ouvert en permanence, sinon dans le giron maternel, du moins sur les genoux de nombreux oncles et tantes.
Il lui suffisait de les consulter, ils iraient droit à la bonne page et lui liraient une réponse parfaitement adaptée à sa situation. Les lois censées régler la conduite d'une femme qui n'est pas mariée sont écrites à l'encre rouge, gravées dans le marbre, au cas où, par quelque bizarrerie de la nature, elles ne seraient pas déjà inscrites dans son cœur. Elle était prête à croire que certaines personnes acceptent l'autorité de la tradition au point de rejeter, d'accepter ou de renoncer aux possibilités tant restant dans le livre. 6h17 minutes 55% offertes, voire de sacrifier toute leur vie sur son ordre, elle enviait leur chance, mais dans son cas les questions perdaient toute réalité dès qu'elle essayait sérieusement d'y répondre, ce qui prouvait bien que la réponse traditionnelle ne saurait régler son problème personnel. Elle avait pourtant fait l'affaire de tant de gens, songea-t-elle, jetant un coup d'œil sur les rangées de maisons de chaque côté de la rue, où vivaient des familles qui percevaient entre 1000 et 1500 livres de revenus annuels, qui avaient peut-être 3 domestiques, étendaient à leurs fenêtres des rideaux toujours épais et souvent sales qui, se dit-elle, n'apercevant que les reflets d'un miroir au-dessus d'une desserte et d'un compotier rempli de pommes, devaient faire régner la pénombre à l'intérieur des pièces. Mais elle détourna la tête, songeant que ce n'était pas ainsi qu'elle allait élucider son problème. La seule vérité qu'il lui était possible de découvrir concernait ses sentiments à elle, petit rayon fragile, comparé au torrent de lumière réfléchi par les yeux de tous ceux qui s'accordent sur une vision commune. Mais puisqu'elle avait repoussé les voies visionnaires, elle n'avait d'autre ressource que de ce temps restant dans le livre. 6h16 minutes Sylvie laissait guider par lui travers les ténèbres qui l'enveloppaient. Elle tenta de suivre son petit rayon, avec sur son visage une expression que n'importe quel passant aurait mise sur le compte d'une abstraction répréhensible et pour ainsi dire ridicule. On aurait craint que cette jeune femme qui ne manquait pas d'allure ne soit sur le point de commettre quelque excentricité. Mais sa beauté la préservait du sort le plus terrible que puisse connaître quelqu'un qui marche dans la rue. Les gens cinq la regardaient, mais ils ne riaient pas. Chercher à repérer un sentiment véritable dans le chaos des pseudo-sentiments ou demi-sentiments que la vie nous inspire, le reconnaître quand on le trouve, et accepter les conséquences de cette découverte. A de quoi plisser les fronts les plus lisses, mais avive l'éclat du regard. C'est une quête qui est tour à tour déconcertante, mortifiante et exaltante, et, comme Catherine ne tarda pas à s'en rendre compte, ces découvertes lui causaient autant de surprise que de honte et d'angoisse profonde. Comme toujours, beaucoup de choses dépendaient du ce l'on donnait au mot amour, lequel mot revenait constamment dans le cours de ses réflexions, sur Rodilran restant dans le livre. 6h15 minutes naît, sur Denham, sur Mary Datchet, ou sur elle-même, dans chaque cas, il semblait désigner quelque chose de différent, et pourtant quelque chose d'indubitable, quelque chose qu'on ne pouvait se permettre d'ignorer. Car plus elle se penchait sur cet imbroglio de Vicky, au lieu de suivre des voies parallèles, s'était soudain entrecroisées, plus il lui semblait évident que leur seule source de lumière était cette étrange illumination, et que la seule voie qui s'ouvrait devant eux était celle que balisaient ces rayons. L'aveuglement dont elle avait fait preuve vis-à-vis de Rodney en essayant de répondre à son sentiment véritable par un sentiment factice représentait un échec qu'il serait impossible de stigmatiser trop durement. De fait, à titre de tribut expiatoire, elle ne pouvait que le laisser se dresser tel un cairn nu et noir dans sa vie, sans chercher à l'enfouir sous les excuses ou dans l'oubli. À côté de cette humiliation, les motifs d'exaltation ne manquaient pas. Elle repensa à 3 scènes différentes. Elle repensa à Mary, assise bien droite, répétant « Je suis amoureuse, je suis amoureuse ». Elle repensa à 111 Rodney, soudain oublieux de son image au milieu des feuilles mortes. Se livrant avec un abandon d'enfant, elle repensa à Denham accoudé au parapet en pierre, parlant les yeux fixés sur le ciel lointain, si bien qu'elle l'avait cru fou. Passant en esprit de Mary à Denham, de William à Cassandra, et de Denham à elle-même si tant est d'ailleurs que l'état d'esprit de Denham est bien un rapport avec elle, il lui semblait tracer les lignes de quelques motifs symétriques, quelques figures dessinées par la vie, qui conféraient, sinon à elle-même du moins aux autres, un intérêt particulier ainsi qu'une espèce de beauté tragique. Elle eut une vision fantastique de leur petit groupe soutenant des palais splendides sur leur dos courbé. Ils étaient les porte-flambeaux, dont les lumières, dispersées dans la foule, dessinaient des motifs, s'éloignant, s'unissant et se recombinant sans cesse. L'esprit partiellement occupé à ce genre d'imagination,
Elle parcourait d'un pas vif les rues mornes du quartier de South Kensington, et en arriva bientôt à la conclusion qu'une chose au moins était claire, elle devait aider Mary, Denham, William et Cassandra à réaliser leurs objectifs. Restait à savoir comment. Aucune ligne de conduite ne s'imposait à l'évidence. Toutes ces cogitations n'avaient servi à rien, sinon à la convaincre qu'une telle cause méritait qu'on prenne tous les risques, et tant restant dans le livre. 6h13 que, loin de se fixer des règles ou d'en fixer aux autres, elle laisserait s'accumuler les problèmes non résolus, les passions s'exacerber et menacer de les dévorer, tout en se maintenant hardiment pour sa part dans une position d'indépendance absolue. C'est ainsi qu'elle servirait au mieux les gens qui aimaient. À la lumière de cette exaltation, les mots crayonnés par sa mère sur la carte jointe au bouquet d'anémones prenaient un sens nouveau. La porte de la maison de Cromwell Road s'ouvrit, révélant de sombres enfilades de couloirs et d'escaliers. Le peu de lumière qu'il y avait semblait concentré sur un plateau d'argent contenant des cartes de visite bordées de noir, ce qui donnait à penser que les relations de la veuve avaient toutes subi un même deuil. On ne pouvait guère s'attendre à ce que la femme de chambre saisisse la signification de la gravité de la jeune dame qui lui remettait des fleurs, avec les amitiés de Mrs. Hilbery, et la porte se referma sur l'offrande. L'apparition d'un visage, le claquement d'une porte, sont également fatales à une exaltation abstraite, et tandis qu'elle retournait vers Chelsea, Catherine se prit à douter que ses résolutions aboutissent à grand-chose. Tant restant dans le livre. 6h13 c'est dit si l'on ne peut jamais être sûr de rien avec les gens, on peut toutefois se raccrocher aux chiffres, et d'une façon ou d'une autre sa réflexion sur un type de problème qui lui était familier prolongea harmonieusement sa méditation sur la vie de ses amis. Elle arriva chez elle assez en retard pour le thé. Sur le vieux coffre hollandais du vestibule, elle a permuté quelques chapeaux, canets manteaux, et, arrivée devant la porte du salon, elle entendit un bruit de voix. Sa mère poussa un petit cri à son entrée, un cri qui signifiait à Catherine qu'elle était en retard, que tasse à thé et petit pot de lait s'étaient donné le mot pour désobéir et qu'elle devait immédiatement prendre place au bout de la table pour servir le thé à leurs invités. Auguste Pelham, qui tenait un journal, aimait raconter ses histoires dans une atmosphère paisible, il aimait l'attention, il aimait glaner de menus faits. De menues anecdotes sur le passé et les morts illustres auprès de personnages aussi éminents que Mrs. Hilbery, afin d'alimenter son journal, pour lequel il fréquentait les salons et ingurgitait chaque année une énorme quantité de toast beurré. Il accueillit donc Catherine avec soulagement, et le temps qu'elle serre la main de Rodney en restant dans le livre. 6h12 56% et salue la dame américaine venue voir les reliques. La conversation était relancée et suivait son cours habituel, entre réminiscences et discussions. Pourtant, malgré ce voile épais qui s'interposait entre eux deux, elle ne pouvait s'empêcher de regarder Rodney, comme si elle espérait découvrir ce qui lui était arrivé depuis leur dernière rencontre. C'était peine perdue. Ses vêtements, même son gilet de soirée, la perle piquée dans sa cravate, semblait intercepter ses coups d'œil rapides et proclamer qu'il était vain d'interroger de la sorte un homme du monde discret, urbain, qui tenait sa tasse de thé d'une main surée, de l'autre, posait délicatement une tranche de pain beurré sur le bord de la soucoupe. Il évitait de croiser son regard, mais cela pouvait être mis sur le compte de son zèle à faire le service et de son empressement poli à répondre aux questions de la visiteuse américaine. C'était assurément un spectacle propre à décourager toute personne arrivant la tête pleine de théories sur l'amour. Les voix des questionneurs invisibles, fortifiées par cette scène autour de la table, s'élevèrent avec une formidable assurance, comme si elles avaient derrière elles le bon sens de 20 générations, ainsi que temps restant dans le livre. 6h11 56% l'approbation immédiate de M. Auguste Pelham, de Mrs. Vermont-Bank, de William Rodney, et, peut-être, de Mrs. Hilbery elle-même. Catherine serra les dents, et pas seulement au sens figuré, car, éprouvant soudain le besoin d'accomplir un geste concret, elle posa fermement sur la table à côté d'elle l'enveloppe qu'elle serrait toujours inconsciemment dans sa main. L'adresse était en évidence, et quelques secondes plus tard elle vit l'œil de William s'y arrêter au moment où il se levait obligeamment, une assiette à la main. Son expression changea aussitôt. Il fit ce qu'il s'apprêtait à faire, puis lança à Catherine un regard qui trahissait suffisamment sa confusion pour la convaincre que son attitude était quelque peu trompeuse.
Peu après, il ne sut que répondre à Mrs. Vermont-Bank et Mrs. Hilbery, toujours prompte à s'apercevoir d'un silence, remarqua qu'il était peut-être temps de montrer à Mrs. Bank notre petite collection. Et donc Catherine se leva, et se dirigea vers la petite pièce attenante qui abritait livres et tableaux. Mrs. Bank et Rodney la suivirent. Elle alluma les lampes et commença immédiatement de sa voix douce et profonde. « Voici le bureau de temps restant dans le livre. 6h10 mon grand-père. C'est là qu'Ollie était écrit la plupart des poèmes de la maturité. Et voici sa plume, la toute dernière plume qu'il a utilisée. Elle l'a pris dans sa main et marqua la petite pause réglementaire. Ceci, poursuivit-elle, est le manuscrit original de Elode à l'hiver. Les premiers manuscrits sont beaucoup moins corrigés que ceux des œuvres de la maturité, comme vous allez pouvoir le constater. Oh, mais oui, je vous en prie, répondit-elle à Mrs. Bank, qui sollicitait respectueusement le privilège de tenir le manuscrit entre ses mains, et commençait déjà à déboutonner ses gants de velours blanc. Vous ressemblez étonnamment à votre grand-père, Miss Hilbery, remarqua l'américaine en regardant tour à tour Catherine et le portrait, surtout au niveau des yeux. Voyons, elle doit bien écrire des poèmes, elle aussi, non, demanda-t-elle d'un ton jovial en se tournant vers William. Elle correspond parfaitement à l'idée qu'on se fait d'un poète, vous ne trouvez pas, monsieur Rodney? Vous n'imaginez pas le privilège que c'est pour moi de me tenir dans cette pièce en compagnie de la petite fille du poète. Vous devez savoir que nous admirons beaucoup votre grand-père en Amérique, Miss Hilbery. Temps restant dans le livre. 6h10 et 6%. Nous avons des sociétés littéraires qui organisent des lectures à haute voix de ses œuvres. Comment? Ses propres pantoufles reposant le manuscrit, elle s'excitait vivement les vieux chaussons, et s'absorba quelques instants dans leur contemplation. Tandis que Catherine continuait de remplir imperturbablement sa tâche de Cicérone, Rodney examinait avec une grande attention une série de petits dessins qu'il connaissait déjà par cœur. Son désarroi l'obligeait à profiter de ces moments de répit, un peu comme s'il était sorti marcher un jour de grand vent et cherchait à remettre de l'ordre dans sa tenue sous le premier abri rencontré. Son calme était purement superficiel, comme il ne le savait que trop, il ne subsistait guère sous la surface de la cravate et du gilet de soirée. En se levant ce matin-là, il avait pris la ferme résolution d'ignorer ce qui s'était dit la veille au soir. La vue de Denham l'avait convaincu de son amour passionné pour Catherine, et quand il lui avait parlé au téléphone au début de la matinée, il avait adopté un ton à la fois enjoué et plein d'autorité destiné à lui faire comprendre qu'après une soirée d'aberration, il se retrouvait plus indissolublement fiancé que jamais. Mais dès son arrêt en restant dans le livre. 6h09 56% V au bureau, son supplice avait commencé. Une lettre de Cassandra l'attendait. Elle avait lu sa pièce, et s'empressait de lui écrire pour lui dire ce qu'elle en pensait. Elle savait bien, écrivait-elle, que ses compliments n'avaient absolument aucune valeur, mais enfin, elle avait passé la nuit à la lire, elle en pensait ceci, cela, et encore cela, elle débordait d'enthousiasme, ce dont témoignait un certain nombre de mots très soigneusement raturés, mais les passages lisibles suffisaient amplement à satisfaire la vanité de William. Elle était bien assez intelligente pour faire des remarques, ou, de façon plus charmante encore, des allusions judicieuses. Par d'autres côtés également, c'était une lettre très charmante. Elle lui parlait de sa musique, et d'un meeting sur le droit de vote des femmes auquel Henri l'avait entraîné, et elle déclarait, sur un mode qui n'était qu'à moitié sérieux, qu'elle avait appris l'alphabet grec et le trouvait fascinant. Le mot était souligné. Avait-elle ficerie en tirant ce trait? Était-elle jamais sérieuse? Cette lettre témoignait assurément d'un mélange fort séduit à NT d'enthousiasme, d'entrain et de fantaisie, le tout se réduisant finalement en cette flamme d'originalité juvénile qui, tout le reste de la matinée, avait dansé tel un temps restant dans le livre. 6h08 feu follet devant les yeux de Rodney. Il n'avait pu s'empêcher de lui répondre sur le champ. Il trouvait particulièrement délicieux de chercher à traduire par son style cette alternance de rondes jambes et de révérence, d'avancée et de repli qui caractérise un certain mode de relation entre les hommes et les femmes. Parmi des millions d'autres possibles, Catherine, force était de le reconnaître, ne se prêtait jamais à ce jeu-là. Cassandra, Catherine, elle s'était succédé en alternance à sa conscience tout le long du jour. C'était bien joli de s'habiller avec soin,
de composer son visage, et de sortir ponctuellement à 4h30 pour aller prendre le thé dans Shenwalk, mais Dieu seul savait ce qui ressortirait de tout cela, et lorsque Catherine, qui était restée silencieuse et parfaitement immobile selon son habitude, avait sans raison sorti de sa poche et posé brutalement sous ses yeux une lettre précisément adressée à Cassandra, son sang-froid l'avait abandonnée. Où voulait-elle en venir? Il détourna vivement les yeux de sa série de petits dessins. Catherine était en train de se débarrasser de l'américaine de façon excessivement arbitraire. La victime elle-même devait sûrement se rendre compte à temps restant dans le livre. 6h01:57 UELQ. Ces effusions paraissaient ridicules à la petite fille du poète. Catherine ne cherchait jamais à ménager les susceptibilités d'autrui, songea-t-il, et étant lui-même très sensible aux moindres nuances de l'aise et du malaise en société. Il coupa court au catalogue de salles des ventes que Catherine récitait de plus en plus machinalement, et, mue par un étrange sentiment de commisération, prit Mrs. Vermont Bank sous sa protection. Mais au bout de quelques minutes, l'américaine eut achevé son inspection, et adressant de la tête un signe d'adieu plein de déférence au poète et à ses pantoufles, elle redescendit l'escalier escortée de Rodney. Catherine resta seule dans la petite pièce. La célébration du culte de l'ancêtre lui avait paru encore plus accablante que d'habitude. En outre, cette pièce devenait un vrai Sapharnaüm. Pas plus tard que ce matin, ils avaient reçu hier d'un collectionneur australien une épreuve d'imprimé assurée à prix d'or, où apparaissait un repentir du poète à propos d'un vers célèbre, et qui méritait à ce titre l'honneur d'un encadrement sous verre. Mais restait-il encore de la place? Faudrait-il l'accrocher dans l'escabeau, ou quelque autre relique devrait-elle s'effacer en son honneur? Incapable de trancher la question, Catherine leva les yeux sur le portrait de son grand-père comme pour lui demander son avis. L'artiste qui l'avait peint était passé de mode, et à force de le faire admirer aux visiteurs, Catherine n'y voyait plus guère qu'un chatoiement de roses et de bruns assez agréable à l'œil, entouré d'une volute de feuilles de laurier doré. Le jeune homme qui était son grand-père regardait vaguement au-dessus de sa tête. Les lèvres sensuelles, légèrement entr'ouvertes, lui donnaient l'air de voir quelque chose de ravissant ou de miraculeux disparaître ou poindre à l'horizon. Cette expression se répéta curieusement sur le visage de Catherine tandis qu'elle le contemplait. Ils avaient le même âge, à peu de choses près. Elle se demanda ce qu'il cherchait. Existait-il, pour lui aussi, un rivage battu par les vagues? Se demanda-t-elle, et des héros chevauchant sous les frondaisons, pour la première fois de sa vie, peut-être, elle pensait à lui comme à un homme, jeune, malheureux, passionné, plein de désirs et de défauts. Pour la première fois il acquérait pour elle une réalité qui ne devait rien au souvenir de sa mère. Il aurait pu être son frère, songeait-elle. Elle sentait qu'ils étaient apparentés, unis par ces mi-temps restants dans le livre. 6h06. Thériolien, lut sans lire et font qu'il semble possible d'interpréter ce que les yeux des morts regardent avec une telle intensité, ou de croire qu'ils considèrent avec nous nos joies et nos peines présentes. On aurait compris, pensa. Dit-elle soudain, et au lieu de déposer ses fleurs fanées sur son autel, elle lui apporta ses propres incertitudes qui représentaient peut-être une offrande plus précieuse, si tant est que les morts soient sensibles aux offrandes, que les fleurs, l'encens et l'adoration. Il accueillerait plus volontiers les doutes, les remises en question, les crises de découragement que les hommages, se dit-elle, les yeux toujours levés vers lui. Et le fardeau lui paraîtrait bien léger si elle lui faisait également partager ce qu'il lui fallait subir et ce qu'elle parvenait à accomplir. La profondeur de son amour, de sa fierté, lui apparaissait clairement, mais il lui semblait non moins évident que les morts ne demandaient ni fleurs ni regrets, mais seulement d'avoir part à la vie qu'il lui avait donnée, la vie qu'eux, même avaient vécue. Rodney la retrouva quelques instants plus tard, assise sous le portrait de son grand-père. Elle posa amicalement la main sur le siège à côté d'elle, et dit, en restant dans le livre. 6h05. Est-ce trop? Venez vous asseoir, William. J'étais bien contente que vous soyez là. Je sentais que je devenais de plus en plus impolie. Vous avez toujours eu du mal à cacher vos sentiments, rétorqua-t-il sèchement. Oh, ne me grondez pas, j'ai passé un après-midi épouvantable. Elle lui expliqua qu'elle avait porté les fleurs à Mrs. McCormick, et que South Kensington lui donnait l'impression d'être peuplé exclusivement de veuves d'officiers. Elle raconta comment la porte s'était ouverte, révélant de sinistres enfilades de bustes, de palmiers et de parapluies.
Elle parlait d'un ton dégagé, et parvint à le mettre à son aise. À dire vrai, il fut bientôt trop à son aise pour se cantonner dans une neutralité souriante. Il sentait que son flegme l'abandonnait. Catherine arrivait à lui faire trouver tout naturel de lui demander son aide, ou ses conseils, de dire carrément ce qu'il avait à l'esprit. La lettre de Cassandra pesait dans sa poche. Il y avait aussi la lettre à Cassandra posée sur la table dans la pièce à côté. L'atmosphère semblait tout imprégnée de Cassandra. Mais si Catherine n'abordait pas elle-même le sujet, il ne pouvait se permettre la moindre allusion, il lui fallait faire comme temps restant dans le livre. 6h04 si de rien n'était, un gentleman se devait de conserver une attitude qui, dans la mesure du possible, était celle d'un amoureux fervent. De temps à autre, il poussait un profond soupir. Il dit, parlant sensiblement plus vite que d'ordinaire, qu'il était question de donner quelques opéras de Mozart cet été. Il avait reçu une annonce en ce sens, dit-il, et de sortir un portefeuille bourré de papier qu'il se mit à compulser. Il tenait une enveloppe épaisse entre le pouce et l'index, comme si l'annonce de la compagnie d'opéra y était d'une certaine manière indissolublement associée. Une lettre de Cassandra, dit Catherine le plus tranquillement du monde, en regardant par-dessus son épaule. Je viens justement de lui écrire pour l'inviter chez nous, mais j'ai oublié de poster la lettre. Il lui tendit l'enveloppe sans dire un mot. Elle la prit, en sortit les nombreuses feuilles, et lut la lettre de bout en bout. Cette lecture parut interminable à Rodney. Oui, finit-elle par remarquer, c'est une lettre tout à fait charmante. Temps restant dans le livre. 6h511 Rodney avait détourné la tête, comme par pudeur. La vue de son profil lui donna presque envie de rire. Elle jeta un nouveau coup d'œil sur les reux et un les je ne vois aucun mal, lança soudain William, allez d'air un peu pour le grec, par exemple, si tant est que ce genre de choses lui plaise, il n'y a aucune raison que cela ne lui plaise pas, dit Catherine, consultant une nouvelle fois les feuilles. En fait, voilà, l'alphabet grec est absolument facile à lire à l'évidence, ça lui plaît enfin, le grec est peut-être un trop gros morceau. Je pensais surtout à l'anglais. Ces remarques sur ma pièce sont certes trop généreuses et traduisent un manque de maturité indéniable et il ne doit pas avoir plus de 22 ans, j'imagine, mais elles témoignent assurément de qualités essentielles. Une vraie sensibilité à la poésie, du jugement, qui, bien sûr, demande à être formé, mais au fond c'est la base de tout. Il n'y aurait pas de mal à lui prêter des livres? Non, certainement pas. Mais si cela, m'entraînait une correspondance, je veux dire, Catherine, je suppose que, sans entrer dans des considérations qui me paraissent un temps restant dans le livre, 6 peu scabreuses, je veux dire, broclotilla-t-il, que vous, de votre point de vue, vous ne trouvez pas cette idée déplaisante? Si c'est le cas, vous n'avez qu'un mot à dire et je n'y penserai plus jamais. Elle fut surprise de sentir à quel point elle désirait qu'il n'y pense plus jamais. L'espace d'un instant, il lui sembla impossible de renoncer pour quelque femme que ce soit à une intimité qui n'était peut-être pas l'intimité de l'amour, mais qui était sûrement celle d'une véritable amitié. Cassandra ne le comprendrait jamais, elle n'était pas assez bien pour lui. Sa lettre lui semblait un tissu de flatterie, une lettre qui jouait sur son point faible, et de penser qu'une autre qu'elle connaissait ce point faible la mettait en colère. Car ce n'était pas un faible, il avait la force rare de tenir ses promesses et elle n'avait qu'un mot à dire, et il ne penserait plus jamais à Cassandra. Elle garda le silence. Rodney en devina la raison. Il fut stupéfait. Elle-même, se dit-il, la femme qu'il admirait plus que personne au monde l'aimait, comme, moins d'eux, il avait renoncé à espérer qu'elle pourrait jamais l'aimer. Et maintenant que pour la première fois il était stire de temps restant dans le livre. 6h02 son amour, il en était contrarié. Il le ressentait comme une entrave, une suggestion, quelque chose qui les rendait tous deux, mais surtout lui, passablement ridicule. Il était entièrement en son pouvoir, mais ses yeux s'étaient dessillés et il n'était plus son esclave ni sa dupe. Il serait son maître à l'avenir. L'instant se prolongeait, alors que Catherine découvrait la force de son désir de prononcer les paroles qui retiendraient William à jamais, et la bassesse de la tentation qui la poussait à faire le geste, ou à prononcer le mot, qu'il lui avait souvent réclamé, qui n'était plus si loin, à présent, de correspondre à ce qu'elle ressentait. Elle tenait la lettre dans sa main. Elle restait silencieuse. À ce moment-là, on bougea dans la pièce voisine, ils entendirent la voix de Mrs. Hilbery parler d'épreuves d'imprimerie qui, sans l'intervention miraculeuse de la Providence,
aurait fini dans des livres de contes de bouchers en Australie, le rideau séparant les deux pièces s'écarta, et Mrs. Hilbery et Auguste Pelham apparurent dans l'embrasure. Mrs. Hilbery s'arrêta net. Elle regarda sa fille et l'homme que sa fille devait épouser, avec son sourire particulier qui semblait toujours hésiter au bord de la raillerie. Le plus délicieux de tous mes trésors, Monsieur Pelham s'exclama-t-elle. Ne bouge pas, Catherine. Restez assis, William. Monsieur Pelham reviendra un autre jour. Monsieur Pelham regarda, sourit, s'inclina et, son hôtesse ayant déjà tourné les talons, la suivit sans un mot. Le rideau fut refermé, soit par lui, soit par Mrs. Hilbery. Mais, d'une manière ou d'une autre, sa mère avait réglé la question. Catherine ne doutait plus. Comme je vous l'ai dit hier soir, reprit-elle, je pense qu'il est de votre devoir, s'il y a une chance que vous aimiez Cassandra, de chercher à définir dès maintenant la nature de vos sentiments. Vous avez ce devoir envers elle, aussi bien qu'envers moi. Mais nous devons le dire à ma mère. Nous ne pouvons pas continuer à jouer la comédie. Je m'en remets entièrement à vous, naturellement, dit Rodney, retrouvant aussitôt ses manières compassées d'homme d'honneur. Très bien, dit Catherine. Dès qu'il serait parti, elle irait trouver sa mère, et lui expliquerait que leur fiançailles était rompue ou peut-être valait-il mieux qu'ils y aillent ensemble, en restant dans le livre. 6 heures, minimum mais, Catherine, commença Rodney, tout en essayant nerveusement de remettre la lettre de Cassandra dans son enveloppe. Cassandra, au cas où Cassandra, vous avez invité Cassandra à passer quelques jours chez vous. Oui, mais je n'ai pas posté la lettre. Il croisa les jambes en gardant un silence penaud. Il était contraire à tous ses principes de demander à une femme avec laquelle il venait de rompre ses fiançailles de l'aider à faire plus ample connaissance avec une autre femme, dans l'espoir qu'il en tombe amoureux. Si leur rupture devenait officielle, une longue période de séparation s'ensuivrait inévitablement. En pareille circonstance, on se rendait lettres et cadeaux. Au bout de plusieurs années, le couple disjoint se rencontrait, peut-être dans une soirée, et échangeait une poignée de mains hésitantes accompagnée d'une ou deux banalités. Il serait rejeté par tous, il serait livré à lui-même. Il ne pourrait plus jamais parler de Cassandra à Catherine, pendant des mois, probablement même des années, il ne reverrait jamais Catherine, tout pouvait lui arriver en son absence, en restant dans le livre. 5h59 5:08. Catherine avait conscience de l'embarras de William presque autant que lui. Elle savait bien en quoi consisterait la véritable générosité. Mais sa fierté, car vidée de rester fiancée à Rodney tout en couvrant ses expériences sentimentales, blessait en elle quelque chose de plus noble que la simple vanité. Sa fierté résistait désespérément. Je devrais renoncer à ma liberté pendant un temps indéfini, songea-t-elle, afin que William puisse voir Cassandra ici tout à son aise. Il n'a pas le courage de se débrouiller sans mon aide. Il est trop lâche pour me dire franchement ce qu'il veut. Il déteste l'idée d'une rupture officielle. Il veut nous garder toutes les deux. Elle en était là de ses réflexions, quand Rodney pocha la lettre et regarda ostensiblement sa montre. Ce geste signifiait à la fois qu'il renonçait à Cassandra, car il connaissait son incompétence et ne se faisait aucune confiance, et qu'il perdait Catherine, à qui le lien sentiment, peut-être insatisfaisant, mais profond. Et malgré tout il lui semblait qu'il n'avait pas d'autre choix. Force lui était de quitter les lieux, en laissant Catherine libre, comme il l'avait dit, d'annoncer à sa mère que leur fiançailles était rompue, mais faire ce que tant restant dans le livre. 5h58 58. Il y a de quoi être choqué quand même.
Devoir exiger à l'évidence d'un homme d'honneur lui coûtait un effort qui à Niaï eût paru inconcevable il y a seulement un jour ou deux. 2 jours plus tôt, il eût été le premier à repousser avec indignation l'idée d'avoir avec Catherine le type de relation dont il s'était pris un instant à rêver. Mais à présent sa vie avait changé, son attitude avait changé, ses sentiments n'étaient plus les mêmes, des objectifs et des horizons nouveaux lui avaient été révélés, et leur pouvoir de fascination était quasi irrésistible. L'expérience de 35 années d'existence ne l'avait pas laissé sans défense, il restait maître de sa dignité, il se leva, résolu à des adieux définitifs. Et donc, je compte sur vous, dit-il, debout devant elle et lui tendant la main au prix d'un effort qui le faisait pâlir mais lui conférait de la dignité. Pour dire à votre mère que nos fiançailles sont rompues selon votre désir, elle prit sa main et la retint. Vous ne me faites pas confiance, demanda-t-elle. Absolument, répondit-il. Non, vous ne me faites pas confiance pour vous aider. Je pourrais vous aider, en restant dans le livre. 5h58 S8. Je suis perdu sans votre aide, s'écria-t-il avec fougue. Mais il retira sa main et lui tourna le dos. Quand il lui fit face à nouveau, elle eut l'impression de le voir pour la première fois sans masque. À quoi bon faire semblant de ne pas comprendre ce que vous m'offrez, Catherine? J'admets ce que vous dites. Pour vous parler tout à fait franchement, je crois en cet instant qu'en effet, j'aime votre cousine, j'aurai peut-être une petite chance, avec votre aide, de mais non, se reprit-il vivement, c'est impossible. Ce serait mal, je m'en veux infiniment d'avoir laissé la situation évoluer ainsi. Asseyez-vous près de moi, essayons d'être un peu sensés. C'est votre bon sens qui a causé notre perte, gémit-il. J'assume toute la responsabilité. Ah, mais puis-je accepter une chose pareille, s'exclama-t-il. Cela impliquerait, regardons les choses en face, Catherine, que pour le moment nous demeurions fiancés pour la forme. En réalité, bien sûr, votre liberté serait pleine et entière et la vôtre aussi, en restant dans le livre. 5h57 58. Oui, nous serions libres tous les deux. Disons que je verrai Cassandra une fois, peut-être deux, dans ces conditions, et puis, si, comme j'en suis persuadée, toute cette histoire se révèle être un rêve, nous parlerons aussitôt à votre mère. D'ailleurs, pourquoi ne pas lui parler tout de suite, sous le sceau du secret? Pourquoi? Tout Londres serait au courant en l'espace de 10 minutes. En outre, elle serait bien en peine d'y comprendre quoi que ce soit à votre père. Alors, ce secret est odieux et déshonorant. Mon père comprendrait encore moins que ma mère. On se demande qui pourrait comprendre. Gémit Rodney, mais c'est de votre point de vue qu'il convient d'envisager la situation. Non seulement c'est trop vous demander, mais c'est vous mettre dans une position dans laquelle je ne supporterai pas de voir ma propre sœur. Nous ne sommes pas frères et sœurs, rétorqua-t-elle avec impatience. Et si quelqu'un a le droit de décider, c'est bien nous, n'est-ce pas? Je ne parle pas à tort et à travers, poursuivit-elle. Je me suis efforcée de réfléchir en restant dans le livre. 5h56 est la situation de tous les points de vue possibles, et je suis arrivée à la conclusion qu'il est nécessaire de prendre certains risques, même si, je le reconnais, c'est affreusement douloureux. Catherine, cela vous coûtera trop, non? Déclara-t-elle catégoriquement. Cela me s'en circonflexera beaucoup, mais je sais à quoi m'attendre, j'y arriverai parce que vous m'aiderez. Vous m'aiderez tous les deux. En fait, nous nous aiderons les uns les autres. C'est une doctrine chrétienne, n'est-ce pas? Cela me semble plus proche du paganisme, gémit Rodney, reconsidérant la situation dans laquelle les plongeait sa doctrine chrétienne. Et pourtant, il ne pouvait nier qu'il se sentait divinement soulagé, ni que l'avenir, au lieu d'être affublé d'un masque couleur de plomb, faisait miroiter 1000 plaisirs et émotions divers. Il allait réellement voir Cassandra dans une semaine, peut-être moins, et il était plus impatient de connaître la date de son arrivée qu'il n'osait même se l'avouer. Cela paraissait ignoble d'être aussi impatient de cueillir ce fruit de la générosité sans pareil de Catherine et de sa propre misérable bassesse. Et pourtant, il avait beau recourir machinalement à cet en restant dans le livre. 5h55